Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio 1, bonjour. Nous avons le plaisir de vous retrouver dans le Café des experts économiques aujourd'hui avec un peu de retard. J'étais convoqué par la gendarmerie, c'est pour ça que je n'ai pas pu assurer une émission il y a 15 jours et donc on a sauté le rendez-vous habituel. Nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous avons le grand plaisir de vous retrouver pour essayer de parler d'économie. C'est difficile de parler d'économie dans l'Algérie de cette fin d'année 2020, partant de Covid, par prolongation de la pandémie, partant de complexification politique, cette campagne pour le référendum qui vient impacter également le climat des affaires parce que on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent. On va le constater tout au long de ce numéro qu'on va pouvoir déployer avec, à la place de Ali Harbi aujourd'hui, et pas seulement à la place parce que c'est Slimane Toumani, le président de CAIR, qui aurait dû s'ajouter au Café des experts économiques, mais Ali Harbi étant absent, il va alors jouer le rôle de l'expert aussi. Bonjour Slim. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Ali Harbi était remplaçable. Ali Harbi était remplaçable, voilà, c'est bien dit. Ali Harbi qui est absent, qui nous rejoindra au prochain numéro. Reda Amrani, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça pourrait. C'était difficile tout ce temps sans le CE. Il y a eu des sujets qu'on aurait voulu traiter à chaud. Oui, hein. il y a des éléments d'actualité conjoncturelle qu'il aurait fallu peut-être examiner, discuter. Mais enfin, la vie continue. La vie continue. On va dire beaucoup de bien de la conjoncture aujourd'hui avec Slimane Toumani qui est réputé pour ne pas être critique, c'est ça? Non. La première chose, c'est évidemment ce qui nous interpelle. On avance, on est le 20 octobre, là, on s'enfonce dans l'année sociale. Et c'est la rentrée scolaire qui arrive, c'est le décor qui va nous accompagner durant cette année. Et la question qu'on a envie de se poser, c'est qu'en est-il du climat des affaires? Donc, qu'en est-il du fonctionnement de la vie des entreprises? Qu'en est-il des intentions d'investissement? Qu'en est-il du moral des chefs d'entreprise? Est-ce que aujourd'hui, on a absorbé le choc de la pandémie et on s'est mis en tête que nous allons probablement vivre dans ce contexte et travailler dans ce contexte pendant encore quelques mois, peut-être pas plus longtemps, on ne le souhaite pas avec l'arrivée du vaccin, mais encore pendant quelques mois. Hassan, merci. Plusieurs questions en une, finalement. Qu'en est-il du climat des affaires? Le climat des affaires, si on le déconnecte complètement de cette notion, de la crise du Covid, le climat des affaires est soumis à des contradictions de discours. Donc on a un discours d'ouverture vers les IDE, d'ouverture vers les startups, d'ouverture vers le monde de l'entreprise, etc. Dans les faits, malheureusement, on constate aussi bien dans les textes de loi que les prises de position de certains ministres, que le discours de certains ministres, en contradiction 9 fois sur 10 avec le discours et du président et du Premier ministre. C'est assez surprenant d'ailleurs. Et ce ne sont pas des discours qui portent à croire que le climat des affaires va réellement s'améliorer ou va être incitatif, aussi bien en termes d'investissement que d'assouplissement, que de simplification, etc. La deuxième question que tu posais, c'est véritablement l'impact du Covid et le moral des chefs d'entreprise. Dépendant des secteurs, beaucoup de secteurs sont en souffrance. Le secteur des services est en grande souffrance. Voilà, je vais le rapprocher. Il y a des secteurs industriels aussi qui sont en souffrance. En souffrance, pour certains, par la baisse du pouvoir d'achat, mais pour d'autres, par l'absence totale d'activité. Donc, on ne peut pas dire que le moral des chefs d'entreprise est au beau fixe. Il y a une grande inquiétude qui est couplée au fait, encore une fois, d'une grande contradiction qui est l'absence d'un package volontariste et très incitatif pour accompagner ces entreprises-là dans cette phase extrêmement difficile. Le package est timide au regard des enjeux socio-économiques. Le package on peut l'évoquer déjà avant de le qualifier de timide. Oui, avant de le qualifier de timide, ces prolongations de délais de paiement, cette hésitation à envoyer un signal clair aux banques, on ne peut pas faire plus timide. Dire aux banques, vous traitez au cas par cas, les banques n'ont traité aucun cas quasiment. Donc les banques ne peuvent pas réellement accompagner, tel qu'elles devraient le faire, les entreprises en difficulté.
Cette histoire de dire d'abord on va faire le tri entre les bons et les mauvais, c'est pas comme ça qu'on fait dans une situation de crise pareille. D'abord on agit et on agit massivement. On n'agit pas sélectivement, on agit massivement. Cette histoire de ne pas regarder ce qui se passe dans l'informel et de ne pas adresser, je ne parle pas du problème de l'informel, mais de ne pas adresser les emplois de l'informel et tous ces gens qui sont dans l'informel, qui a été aussi touché par le secteur d'activité, par la crise du Covid, il faut aussi, devrait faire partie du package du Covid. Cette annonce à 10 000 dinars de soutien, évidemment, à certaines catégories, fait partie de la timidité. Le fait que les employés du secteur public et les fonctionnaires ont bénéficié d'un avantage discriminé par rapport aux gens du secteur privé, c'est aussi un acte de timidité et pas suffisamment volontariste. L'Algérie avait les moyens et a les moyens de soutenir un plan beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus à même d'adresser les véritables problèmes. Malheureusement, ce plan de soutien à l'activité, ce plan de soutien aux PME, on est en octobre 2020. Depuis 7 mois, c'est la crise sanitaire. Est-ce qu'il faudra attendre vraiment la loi de finances complémentaire, enfin la loi de finances pour 2021 pour voir le bout du tunnel? On avait déjà dit autour de cette table que c'était urgent et qu'il fallait prendre des mesures en relation avec cette urgence et la nécessité d'agir. On n'agit pas. Et on avait dit que l'outil mobilisé par le gouvernement pour agir est un outil qui est à l'arrêt. Comment? Vous voyez, même les taxis à qui ils devaient donner une prime n'ont pas d'outils pour les servir. Je ne parle pas des autres fonctions ou des autres emplois qu'il fallait aider. Il n'y a pas d'outils pour accéder à ces gens-là et pour débiter l'argent. Donc vous voyez, l'État ne s'est même pas organisé pour mettre en œuvre les premières aides d'urgence. Donc l'aide d'urgence n'est pas arrivée. L'informel n'est pas pris en compte. Or, l'informel, c'est plus de 40% de la PIB. Et c'est de l'argent qui circule, c'est des ressources, c'est des emplois, c'est des familles qui vivent de ça. Donc il n'y a pas seulement que le secteur officiel ou le secteur, si vous voulez, citoyen. Il y a le secteur informel qui est aussi citoyen de par sa manière de créer de la richesse, de créer de l'emploi. Et donc ces gens-là sont ignorés. On est dans un système revenien où je considère, je ne suis pas dur, mais je considère qu'il y a de l'incompétence en l'air. Le fait que le système partisan a prévalu jusque-là, lorsque la crise est venue, comme dit La Fontaine, lorsque la crise est venue, eh bien, les gens qui ont été installés dans les systèmes de gestion, les systèmes de gouvernement au niveau local ou au niveau central, par le système partisan, montrent leur insuffisance et leur incompétence et n'arrivent pas, si vous voulez, à réagir face à la situation. Et ça devient trop tard. Alors, dans la question du climat de confiance, c'est trop tard, on ne l'espère pas, mais c'est le point de vue de Reda Amrani. Dans la question du climat des affaires, je vais vous poser une question qu'on n'a pas évoquée dans le briefing. Est-ce que, tout de même, la prolongation du climat de peur vis-à-vis des enquêtes judiciaires, on voit que, il y a le procès en appel les oligarques, en règle générale, mais pas seulement. On a des affaires de Khalifa qui reviennent, qui vont être jugées. Bon, ça touche une autre partie, ça ne touche pas nécessairement des hommes d'affaires, ça touche surtout des institutionnels qui ont, à l'époque, déplacé des placements de banques publiques vers la banque de Khalifa et qui sont inquiétés de ce point de vue-là, et ça va très loin. Il y a aussi des citoyens qui sont exilés inutiles, injustement. Alors, est-ce que la poursuite de ce climat inquisitoire, qui était peut-être nécessaire vis-à-vis de l'oligarchie, de ceux qui ont beaucoup profité des prébendes autour de Saïd Bouteflika et du pouvoir de Abdelaziz Bouteflika, sa poursuite aussi longtemps après, c'est pas aussi un climat qui fait que les chefs d'entreprise... J'en veux pour preuve, j'ai vu disparaître les produits, sont en train de disparaître, j'espère qu'ils vont pas disparaître, les produits du groupe Ben Ammar, qui est un grand industriel. Le patron Ammar Ben Ammar a été arrêté, on ne sait pas quand est-ce qu'il va être jugé. Je pense que ça c'est lié à autre chose, c'est lié... Tu sais, cette histoire de subvention du blé. Voilà, des produits qui... Mais est-ce que ça ne contribue pas à... Non, il y a...
Non, je ne pense pas. Il y a une capacité de trituration de près de 40 millions de quintaux par an pour un marché de 30 millions. Donc, je ne pense pas que Mais plus largement, au-delà de la filière trituration. Non, mais je te dis, Ben Amour, c'est la filière trituration qui est touchée. Le reste, ça fonctionne. Je ne pense pas que ce soit ça la question. J'ai eu, cette semaine, j'ai fait exprès en fonction de nos contraintes. Le reste, j'ai vu deux PME. On dit un mot sur le reste. Les filières. Tahkout, on ne peut pas dire que ça impacte centralement l'économie si on enlève Honda qui produit plus de véhicules. Je cite les derniers procès. L'Almi aussi, c'est de la distribution. Est-ce que c'est plus de 3 000 investi dans autre chose? À part le cyclisme. Non, Tahkout, c'est pas rien. C'est plus de 3 000 bus. Vous imaginez, vous retirez du circuit 3000 bus, qu'est-ce que c'est comme transport public pour les étudiants, pour les communes? Est-ce que c'est retiré? C'est pas retiré. Il va je n'en continuer sais rien. le contrat de service continue. Oui, mais on ne sait pas. Mais regarde l'impact. Il y a un impact réel. Attention. Je pense que d'abord, si vous parlez de l'impact, c'est une chose. Mais tu parles de la poursuite de l'Inquisition. Bon, la poursuite de l'Inquisition, je pense qu'elle ne répond pas uniquement à un dessein économique ou au dessein d'assainir réellement la sphère économique, puisqu'il y a deux volets dans cela. Il y a le volet des oligarques qui sont proches du pouvoir et qui bénéficient en prébande, évidemment, de cette proximité pour s'enrichir. Techniquement parlant, on n'est pas réellement dans un processus ça va te choquer ce que je vais dire, on n'est pas dans un processus de corruption, on est dans un processus de passe-droit, ce qui est différent. Alors qu'il y a d'autres procès qui sont des procès qui ciblent véritablement des gens impliqués dans des processus politiques. Donc il y a deux axes. Et ces deux axes-là, visiblement, sont en train de servir un dessein politique différent. Ils sont en train de servir le dessein « j'envoie le message au peuple ». Mais tu as raison de dire « est-ce que ça ne dure pas trop longtemps ?» Je pense que le peuple a compris, évidemment, une partie du premier message concernant les oligarques. Et le deuxième message ne s'adresse pas au peuple, je pense qu'il s'adresse au système. C'est quelque chose d'interne qui ne nous regarde pas. Donc toutes les histoires qu'ils ont en interne de corruption, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas préoccupé par la corruption. On est préoccupé par la corruption. Mais ce sont des choses qui nous dépassent et il faut être humble dans ce pays. Le pouvoir est extrêmement puissant, très structuré. Nous ne sommes pas capables, citoyens lambda, d'appréhender réellement les ressorts, les tenants du pouvoir algérien, qui décide de sortir qui du jeu au sein du pouvoir. Tout ça, ça nous dépasse et à la limite, moi je suis chef d'entreprise, je n'ai même plus envie de regarder ça parce que ça empoisonne mon existence. Moi ce qui m'intéresse, c'est de construire une économie prospère dans le pays, mais après on va me répondre, oui mais pour construire une économie prospère, il faudrait qu'il y ait de la transparence, il faudrait qu'il y ait de la gouvernance, mais ça dépend aussi du comportement du pouvoir. Je pense que le pouvoir est en train de recevoir le message de divers canaux, qui soient de la société civile, etc., dans le sens de on veut le pousser à se réformer et tout le monde est d'accord là-dessus. Mais nous, on ne sait pas comment. Mais bon, il y a des gens qui sont beaucoup plus intéressés par ces sujets politiques. Pour ce qui est de la sphère économique, nous, ce qui nous intéresse, c'est véritablement de simplifier les règles de jeu, d'avoir plus de transparence, de bénéficier de plus d'informations qui permettent aux investisseurs, aux chefs d'entreprise de décider et qui permettent aussi aux gouvernants de décider ce qui est du fonctionnement, de prendre les bonnes décisions, de mettre en œuvre une bonne stratégie ou une bonne politique économique. Ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'on puisse avoir des perspectives, on puisse se projeter. Aujourd'hui, absolument aucun chef d'entreprise n'est capable de se projeter sur un horizon au-delà de 3 mois. Et ça, c'est indépendant du Covid. C'est indépendant du Covid, c'est parce qu'on a une administration qui est opaque. C'est parce qu'on a une administration qui ne veut pas s'inscrire dans une logique de concertation. Il faut le dire clairement. Chaque jour, on voit des textes atterrir sur des tables qui nous sont parachutés par des ministères. On voit très bien que ce sont des textes qui sont écrits par des gens qui ne connaissent rien. J'ai même vu, il y a 15 jours, je peux vous le dire, et c'est public, et je peux vous le montrer, vous le prouver, un texte qui a été copié à la virgule près d'un pays voisin, que je ne citerai pas, à la virgule près. Si je vous montre le texte qui est proposé par le ministère, c'est
Le On pays parle du ministère du Commerce? Je ne veux pas parler de ministère, non, parce que, attention, tu es encore dans une logique aussi, si tu parles d'un ministère, tu prends dans la tronche. Donc, non, on ne peut pas critiquer un ministère. Comment on ça, ne peut pas avoir une opinion. Non, tu ne peux pas avoir. Ni en général, ni en frac. Ni en général. Non, parce on ne peut pas avoir une opinion d'entreprise, opposée aujourd'hui. Tout est bloqué après. Avec pour le, toi. ah oui, avec le risque. Tout est bloqué. Avec le risque de te voir. Il y existe, j'ai vu un acteur dans un secteur d'activité que je ne citerai pas parce que il va être immédiatement identifié, un acteur qui est spécifiquement ciblé par un ministère. Pourquoi ? Parce que, et là c'est intéressant, un chef d'entreprise très proche maintenant du pouvoir réussit à influencer le ministre et ses collaborateurs pour qu'on fasse du mal à son concurrent. Et c'est en train de se faire au moment où je vous parle. Et ça me choque. J'ai vu dans la loi de finances des textes qui ont été rédigés pour permettre l'installation de monopoles privés. Oui. D'un monopole dans un secteur d'activité. Oui. Donc, les politologues disent que le pouvoir présidentiel n'est pas encore suffisamment consolidé pour pouvoir nous retrouver déjà dans ce scénario. Mais si Slimane Atmani dit que ça commence déjà, il faudrait peut-être regarder de ce côté-là. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ce ne sont pas forcément des gens qui sont proches du pouvoir présidentiel. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, j'observe une contradiction entre le discours d'un président qui est en train de nous parler de concertation, de gouvernance, de transparence, de partage d'informations, d'ouverture du pays, d'attractivité il parle quand même d'un bon dictionnaire, un bon livre de management. Il y a tout ce qu'il faut pour rendre le pays attractif. À l'exécution, ce monsieur, franchement, presque il en prend pour son grade de la part des gens qui sont autour de lui. Parce qu'ils sont en train de dire, il dit n'importe quoi, moi je fais ce que je veux. Mais ça ne doit pas... Ce que je veux, c'est-à-dire je continue à faire ce qu'on faisait avant. Deuxièmement, très important, sur les gens qui prennent des décisions économiques, qui sont les conseillers sur les décisions économiques, nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit ces gens-là qui viennent argumenter et défendre leur position que l'on considère pour certains projets, pour certaines initiatives que l'on considère complètement aberrantes et qui compromettent l'avenir de l'Algérie. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est ces gens-là qu'on veut voir au devant de la scène et défendre leurs projets. Pas envoyer au charbon le président de la République avec des décisions qui sont complètement, pour nous, choquantes. Abdelmajid Tebboune en VRP de l'ouverture, de la réforme économique, etc., bloqué par son environnement, par ses ministres, c'est un scénario que tu achètes? Oui. C'est la réalité, parce que... Pourquoi tu lui dis comme ça? Mais non, je l'ai influencé parce que moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas. Non, moi j'achète parce que moi j'y crois pas. Moi je pense que l'impulsion est mauvaise. La première impulsion, le président de la République n'est pas un réformateur. Il est pas pour. Sur le plan économique, il n'a pas les clés pour faire. Il n'a pas de vision du changement économique. Il n'a pas de vision de l'ouverture. Il a été wali toute sa vie et il s'est dépensé ou coupé dans les dépenses. On va en parler dans une minute de couper dans les dépenses. Et donc je vois pas comment aujourd'hui, enfin, je suis un peu gêné par ce que dit Slimane Atmani. C'est-à-dire, il y aurait une bonne impulsion à la tête de l'État. Moi, je suis pas gêné. Et les ministres qui suivent pas. Je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Slim. Je viens de passer quelques jours avec deux chefs d'entreprise, l'un dans les études et les services, l'autre dans la production réelle, une petite PMI. Il avait 89 travailleurs, cette PMI. Il avait des machines qui tournaient. Il travaillait même à 2 équipes et 3 équipes lorsqu'il avait les commandes. Aujourd'hui, il en est arrivé à garder son petit carré magique de 9 travailleurs qui sont, si tu veux, le noyau dur, qui ne peut pas... Et même, c'est le Covid. Hein. Même social... C'est pas le Covid. C'est la crise, c'est l'arrêt. Il n'y a rien. C'est l'arrêt total. Je te dis que c'est l'arrêt. Il n'y a pas de production. Non, les gars bricolent. J'ai vu les ateliers Habsine, tu n'entends pas le bruit des machines. Je dis que c'est chez l'autre bonhomme. Il est en train de payer 4 employés alors qu'il en avait 16 dans une entreprise de services et d'études. 4 qu'il paye au minimum parce qu'il n'a plus de recettes. Il sort de sa poche, ce bonhomme-là. Donc les entreprises, les PME sont en train de mourir. Et le climat des affaires ne reprend pas.
Et pourquoi il ne reprend pas? Il faut chercher à comprendre. Il n'y a pas que le Covid. Il y a de l'incompétence. C'est qu'on a fait débarquer de nouvelles équipes, mais les équipes, un ministre qui arrive, même s'il ramène... Mais il y a ces strates qui sont là dans les ministères, qui sont habitués de te mettre tout sous le coude, des scripts. Vraiment des scripts à l'image des scripts égyptiens. C'est-à-dire qu'ils ne savent qu'écrire des choses. Et maintenant, avec l'Internet et le truc, c'est du copie-coller, comme vient de dire Slim. Tu comprends? Résultat, l'incompétence ressurgit et l'appareil n'a pas les moyens. Le président, combien de gens sortis, si tu veux, de, je ne sais pas, de Harvard ou d'une grande université, ou qui ont travaillé dans des grandes boîtes ou des grandes banques, sont autour de lui? Combien y a-t-il? Moi, je veux bien savoir. Il a que des ENA. Non, mais on se dote des moyens quand on veut réformer. Mais on se dote des moyens. Alors, je fais un parallèle, Reda, en 2 secondes. Ça va pas te faire peur. Je fais un parallèle. Bon, nouvelle constitution, Algérie nouvelle, ouverture, etc. Bon, je peux faire ça, hein, j'ai le droit de faire ça. De faire celui qui n'est pas sceptique, qui est sceptique, qui n'y croit pas. On le fait avec le RND et le FLN. Hein. C'est eux qui sont en train d'animer la campagne. Si on veut faire... On fait le parallèle avec l'économie. Oui. Si on veut faire de l'ouverture économique, de la réforme, avec ceux qui ont bloqué, ceux qui ont construit les monopoles, qui les ont maintenus et qui sont pour le plein pouvoir de l'administration pour négocier ensuite des passe-droits, on est parti dans le mur. Mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Et donc, la première impulsion, on ne peut pas dire que la première impulsion est la bonne. Y compris sur le plan politique. Moi, je suis dans la société civile. Et on intègre des jeunes dans la société civile, parce que nous, on est tous du troisième âge. Et bien, ces jeunes qu'on a, qui sont, ils sont effrayés, écœurés de voir que le LND, le TEJ et tout reprennent vie et on leur ouvre les canaux. Est-ce que c'est pas la même chose en économie? C'est ma question. C'est exactement la même chose. On veut faire du neuf avec du pas de l'ancien, avec du périmé. C'est du périmé. Voilà. C'est pour ça que moi, j'achète pas ce discours. Je veux pas acheter ce discours du président qui veut faire de la réforme, mais en fait, si tu veux faire de la réforme, tu chamboules tout. Je voudrais compléter juste mon exposé par un point. Qu'est-ce que vous entendez depuis des mois et des mois et des mois? Bon, on l'a dit, mais différemment il y a quelques années. Cette notion, le mot diversification. Est-ce que tu sais que la définition de diversification a changé? Ce qu'on avait, nous, en tête de diversification, n'est pas ce qui est en train d'être raconté là. Ce qui est en train d'être raconté et mis dans la tête de l'Algérien, c'est que les industriels algériens ne produisent rien, c'est que les industriels algériens ne sont pas capables de relever le défi. On est en train de formater les esprits pour être opposés au développement industriel algérien, privé. On est en train de reformater les esprits pour annoncer le retour des entreprises publiques. Si tu vas dans... Oui, si tu vas... Moi, c'est ma perception. Si tu vas dans les magasins, je ne parle pas du textile, mais si tu vas dans les magasins alimentaires, les drogueries, absolument tout, si tu prends les produits et tu regardes où est-ce qu'ils sont fabriqués, tu remarqueras que beaucoup sont fabriqués en Algérie. Et quand on dit que l'Algérie n'est pas diversifiée, le sens donné par les institutions internationales n'est pas le même que le sens donné par ces quelques ministres qui aboient à longueur de journée qu'on est des imbéciles. Les industriels algériens ne sont pas des imbéciles. Les industriels algériens sont des gens qui travaillent. Les industriels algériens sont des gens qui ont donné leur sang et qui ont donné leur énergie et qui se sont inscrits dans un projet, une vision, chacun son projet qu'il a réalisé. Ce qui se passe maintenant, avec cette histoire de on n'est pas diversifié, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de raconter. Il faut fermer le pays pour diversifier. Mais fermer le pays, tu coupes les intrants. Or, quand tu as quasiment des industries qui sont intégrées à plus de 40%, qu'est-ce que tu fais en coupant les intrants, même politiquement? Tu te coupes du monde. Les gens vont te regarder différemment. Qu'est-ce que tu fais en montant les barrières tarifaires? Tu te coupes du monde. Tu n'es pas en train de construire cette Algérie d'avenir et de futur. C'est pas ça ce qu'il faut faire. On va y revenir. Parce on va y revenir. J'insiste sur ce point, Arsène. Oui. C'est très important. Alors, on va y revenir. Je vais quand même faire ma petite séquence. J'ouvre une parenthèse très importante et très majeure. Si vous regardez les spots publicitaires à la télé, et je t'en avais parlé, combien d'entreprises communiquent? Très peu. Très peu. Pourquoi elles communiquent très peu?
Posez-vous la question, pourquoi le marché publicitaire algérien est aussi pauvre? Il est aussi pauvre parce que le système fiscal algérien n'est pas en adéquation, un, avec la réalité économique et deux, avec les ambitions de l'Algérie. On ne peut pas fonctionner avec un système fiscal pareil. C'est impossible. Il faut plus d'équité. Il faut un système fiscal plus transparent. Il faut un système fiscal dans lequel le contribuable puisse se défendre. Il faut un système fiscal qui contient suffisamment, qui permet aussi d'accéder à suffisamment d'informations. Il n'est pas en adéquation avec nos ambitions. Donc les gens se cachent, ils ont peur. Pourquoi? Parce que c'est bourré d'arbitraire. Parce qu'il y a de la corruption. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est pour ça qu'on passe notre temps à dire que l'économie algérienne n'est pas diversifiée. Faux. Archi faux. Je m'inscris en faux et je suis prêt. Elle est peut-être plus diversifiée que cela, mais elle n'est pas suffisamment compétitive pour exporter dans la diversification. C'est faux aussi. Moi, je m'inscris en faux et je suis prêt à prendre le Premier ministre et l'emmener visiter tous les points de vente et lui montrer combien on lui raconte de bêtises au sujet de l'industrie algérienne et du commerce algérien. On se trompe. On est capable. Est-ce que ça concerne l'agroalimentaire seulement? Ça concerne tous les secteurs. Tous les secteurs. J'ai un produit là, j'aurais pu te le montrer. Je peux te le montrer. Oui, un désinfectant qu'on a utilisé. Regarde. Voilà, c'est un produit algérien. C'est un produit algérien. Tu avais l'impression qu'il venait d'Allemagne ou d'Angleterre. Non, j'ai posé la question d'où il venait et il a servi pour le. C'est quoi ce truc-là que tu as? Il a servi à désinfecter le studio avant de commencer l'émission. Voilà. C'est un produit algérien, très bien emballé, très bien. Je n'en fais pas la pub. Et c'est une tendance qui remonte à quand? Pardon? Cette diversification dont tu parles. Mais elle remonte bien plus loin. Il a fallu quand même au moins 4-5 ans pour que cette diversification s'installe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de freiner brutalement justement le développement de toutes ces entreprises en les empêchant d'importer leurs intrants, en mettant des barrières tarifaires à leurs intrants. Tu dois produire l'intrant. Mais c'est n'importe quoi. L'intégration, le 100% d'intégration, c'est du cinéma. Mais oui. Là, bon, je suis obligé d'évoquer ce sujet parce qu'on a beaucoup évoqué. Tu peux avoir un taux d'intégration. On va évoquer ce sujet Est-ce que finalement, parce que j'ai un chiffre quand même qui est assez spectaculaire sur les 6 premiers mois de l'année 2020, donc il y a une partie d'avant Covid et une partie de Covid, on a réussi à freiner l'hémorragie des réserves de change. 62 milliards, 55 milliards. On a baissé que de 7 milliards. Et des poussières. Alors, si on a baissé que de 7 milliards et dans un contexte où les exportations ont beaucoup baissé, je parle des exportations énergétiques, ça veut dire qu'on a donné un coup de collet très sérieux sur les importations. Et ce coup de collet-là, enfin, Slémat Mani est en train de dire, ce sont les PME qui sont en train d'assurer qui sont en train d'encaisser parce qu'elles ne peuvent plus importer leur intrant. Travailler normalement. Est-ce que c'est pas un angle mort qu'on n'a pas suffisamment évoqué, ce risque de trop serrer du côté des importations, notamment pour les intrants? Mais je ne veux pas me répéter, mais c'est de l'incompétence. On ne peut pas travailler dans l'industrie sans des échanges permanents de part et d'autre. Des frontières. Tu peux pas. Tu es obligé de partager ta production, de partager tes inputs, de partager tes services. Et tu le fais avec tes partenaires. Et donc, si tu ne le fais pas, il n'y a pas d'ostracisme. Tu ne peux pas vivre en autarcie. C'est impossible. Tu es obligé, même pour l'innovation. On parle de l'innovation, de start-up et tout ça. Mais l'innovation, si tu n'es pas en contact avec l'extérieur, sur le plan des idées, sur le plan des produits, sur le plan des matières premières, sur le plan des outillages pour ta productivité, pour tes produits. Comment tu vas bien? Alors, tu crois qu'en stoppant, qu'en freinant et tout, le résultat, tu descends, va sur le boulevard Che Guevara, regarde le port, la baie d'Alger, il n'y a plus de bateaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les 3 mois à venir, les entreprises vont fermer. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, c'est pas parce que tu crois avoir fait des économies de bout de chandelle que tu vas pouvoir faire démarrer l'économie. Moi, je préfère qu'on importe beaucoup et qu'on exporte au moins l'équivalent. C'est tout. Même si je fais 0%, si tu veux, de plus-value dans les échanges import-export, je préfère importer pour 100, exporter pour 100, équilibrer plutôt que d'importer pour 30 et produire pour 20 ou pour 25 ou 30. C'est économiquement absurde.
Alors, ce sont des fonctionnaires, des bureaucrates, des scripts, pour moi, qui sont en train de décider. Est-ce que l'indicateur qui conduit la politique publique du gouvernement actuel, c'est pas ne pas avoir à recourir à l'endettement international le plus loin possible? On a un sentiment que c'est celui-là. Mais je te dis que c'est de l'incompétence. Ouais. Moi, j'ai discuté avec de véritables experts financiers qui ont dirigé de grandes banques. Et ils me disent, c'est anormal. Le financement bancaire, interne ou externe, fait partie de la vie économique normale. Il y a des choses où tu es obligé d'endetter. Tu dois investir et vivre sur 6 ans en attente de rentrer, d'avoir des retours d'investissement. Heureusement que tu as une banque qui te permet de vivre pendant ces 5-6 ans. Donc si tu fais pas... On parle de l'endettement interne et externe. De la balance des paiements et interne et externe, interne et externe. Donc il ne faut pas faire de tabou, pas de dogme. Il faut s'insérer dans la division internationale du travail et dans les échanges financiers internationaux. Il ne faut pas être bête. Tu ne vas pas maintenant, si tu veux, t'endetter pour aller acheter des pécadilles. Mais si tu dois t'endetter pour créer de l'emploi, faire tourner des usines et produire et créer de la richesse, Allah Ekber, tu te crées les moyens de rembourser ta dette en interne ou en externe. Mais arrêter tout ça et rester frileux devant l'endettement, devant les crédits extérieurs ou les crédits internes. Même alors, les crédits internes sont arrêtés. Je ne veux pas terminer cette séquence sans quand même dire un mot, parce que bon, je peux me retrouver aussi dans le rôle de l'avocat du gouvernement. Il y a quelques mesures qui sont annoncées. Il y en a quelques-unes qui se sont mises peut-être en place. Moi, pour la première fois, je suis aussi chef d'entreprise ici à Interface Média. J'ai été appelé par ma banque publique. Non pas pour me dire qu'il y a un chèque qui est rentré et qu'on est à découvert, ce qui est la règle en général, mais pour me dire qu'il y a un nouveau dispositif d'aide au fonds de roulement, d'aide à la trésorerie, et qu'on peut partir sur un découvert de quelques mois. Notre financier est en train de discuter une convention, peut-être qu'on va pouvoir la signer. Bon, après on verra. On n'est pas entré dans les détails. Donc ma question c'est la suivante. Est-ce que les banques publiques, notamment elles, ne sont-elles pas en train de quand même bouger pour essayer de venir dans l'urgence à la rescousse des PME qui n'ont plus de trésorerie? À l'aune du Covid, on constate qu'effectivement, il y a des mécanismes qui n'existent pas. Les mécanismes de sauvegarde des entreprises en difficulté. On aurait pu, et je l'avais dit déjà dans ta émission précédente, on aurait pu mettre en place justement tous les textes et produire tous les textes relatifs à la sauvegarde des entreprises en difficulté, celles qui font face à des faillites, etc. Et introduire ce qu'on appelle les cas de force majeure, tels que cette crise du Covid, où l'État va inscrire tout son package, etc. On ne le fait pas. Et il y a, je rejoins un débat, il y a une forme de paresse. Il y a une forme de paresse et d'incompétence claire. C'est totalement clair là-dessus, il n'y a rien à dire. On veut absolument gérer l'économie algérienne à travers ce que tu disais, le fameux indicateur « je ne m'endette pas auprès du FMI », le deuxième indicateur, les réserves de change. On balance ça au peuple, alhamdoulilah, 40 milliards de dollars. C'est beaucoup comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a que ça qu'on est en train de raconter. Alors que je serais beaucoup plus heureux, moi, de voir des investissements, comme disait Leda, se développer, ne pas être bloqués par des stupidités simplement qui consistent à dire, se glorifier, j'ai baissé la balance des importations de 17 milliards de dollars. Mais combien tu as perdu en productivité dans le pays? Tu ne le racontes pas, ça. Raconte combien d'entreprises se sont arrêtées parce que tu as pris la décision d'interdire l'importation de telles matières premières qui, même s'il y avait de l'intégration, mettrait 6 à 7 ans pour exister en termes de produits en Algérie et qui nécessitent des investissements hautement capitalistiques et qui nécessitent de la technologie. Or, pour attirer de la technologie, est-ce que ton environnement des affaires attire de la technologie? Techniquement, aujourd'hui, pas forcément. Pourquoi? On est en train de dire aux étrangers, venez investir. On a libéré des secteurs. OK. Mais au fait, concernant l'endettement, on n'est pas très à l'aise avec le fait que vous ameniez votre capital et que vous vous endettiez auprès de banques algériennes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? J'ai pas très bien compris comment ça va fonctionner. On te demande de venir investir, mais on te dit, écoute, si tu es étranger, tu sais t'endetter auprès des entreprises algériennes pour financer ton investissement. Les banques algériennes. Ça ne va pas forcément passer.
Expliquez-moi. Avant, c'était une obligation en 2009. Oui, Dans la LFC, c'était une obligation de s'endetter auprès des banques algériennes. Mais ça n'a pas de sens. Et ensuite, on te dit... Enfin, ça n'a pas de sens ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais après, on te dit, sur tes dividendes, la procédure, d'abord, et ensuite, il se peut même que tes dividendes... Ah, tu es dans le service, il n'y a pas de dividendes. Non, il n'y a pas de possibilité de réexporter les dividendes. Oui, mais c'est ce que je te dis. Il n'y a pas de dividendes exportés. C'est de ça qu'on parle. De rapatriement. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut clarifier avant de parler de tous ces blocages. Tu ne m'as pas répondu à ma question. Les banques publiques ont bougé pour essayer de soutenir les trésoriers en difficulté. Bonne nouvelle, quand même. Non, mais attends, avant de parler des banques publiques, Arsène, il y a un truc très simple qui n'est pas du cash, c'est des comptes. C'est de l'argent qui devait hypothétiquement rentrer dans les comptes de l'État. C'est toutes les ardoises fiscales. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Je passe aux ardoises fiscales. Dans la loi de finances, merci de m'avoir tendu la perche. Dans les ardoises fiscales, il y a une possibilité d'étendre, c'est dans le projet de loi de finances. Ce n'est que reporter le problème. Non, d'étendre la période des rééchelonnements qui est bloquée légalement, réglementairement à 36 mois, de la porter, de la doubler, en fait, de la faire passer à 52 mois. Quand tu subis un choc... Quand tu challenges sur ça. Nous, on est en redressement, on a une grosse dette fiscale qu'on doit payer aux impôts. Passer de 36 mois à 60... ça te fait de 1,2 million à 600 000. Voilà. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Non, parce que ça va nous permettre ça ne devrait pas être une bonne nouvelle. Non, parce que tu te contentes de peu. Sur ce point. Non, sur ce point, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Il faudrait revendiquer qu'on nous efface la dette. Non, globalement, c'est une Fiscale. bonne... Non, mais attends, si ça s'inscrit dans la continuité, c'est une bonne nouvelle. Mais si on est dans le package Covid, on est dans une situation où toutes les entreprises qui avaient des dettes fiscales se sont vues emporter aujourd'hui par cette tempête qu'est le Covid. Il ne peut plus, il ne peut pas, de toutes les façons. Tu l'exiges, tu le mets en faillite. Donc tu as le choix en tant qu'État. Tu effaces cette dette. C'est un mauvais contribuable, Mais dans tous les pays du monde, on fait des amnisties fiscales. Pourquoi ce pays-là a décidé, depuis 62, d'en faire qu'une seule, ou une et demie, ou deux, j'en ai aucune idée, en 60 ans d'existence? Mais c'est impossible. Les comptes d'une entreprise, il y a toujours des erreurs qui interviennent dans les comptes d'une entreprise. Donc, libérer ça, déjà ça, c'est énorme. Et ça va permettre de remettre de l'ordre dans la fiscalité. Il faut aller jusqu'à effacer la dette. Tu sais, au passage... Tout au parti de la dette, c'est une question précise. Oui, tu ne peux pas, parce qu'en tant que chef d'entreprise, dès le moment, quand la rééchelonne sur 6 mois ou 12 mois ou 24 mois, pour toi, tu as toujours ça dans l'estomac, la peur de ne pas pouvoir payer et d'avoir à partager ta valeur ajoutée avec la fiscalité. C'est toujours ça, c'est un sentiment, si tu veux, d'injustice pour le gars qui souffre. Et en étant encore la période de la durée de la souffrance. Je suis sérieux, parce que j'ai vécu ça en tant que chef d'entreprise. Résultat, où tu es capable de dire, voilà mon budget, voilà mes échéances, moi, État, eh bien, j'ai une impasse budgétaire. Moi, État, je m'en sors. Je vais dévaluer le dinar et je dribble tout le monde et je récupère mes incompétences et je rééquilibre ma balance un tant soit peu parce que j'exporte du pétrole. Mais le citoyen entrepreneur, on lui donne rien, aucune, parce que ça, c'est une forme d'amnistie fiscale pour l'État. C'est un subterfuge pour échapper, si tu veux, à la rigueur de la gestion. Alors là, mais pour l'entrepreneur, il n'y a aucune chance. On ne lui donne pas une période de grâce, on ne lui dit pas, tiens, là c'est là. On ne lui dit pas, voilà, cette période d'imposition, on l'oublie. On l'oublie, on l'efface. On a le droit d'effacer. Un prisonnier qui a 20 ans peut lui donner une grâce et lui effacer 5-6 ans. Un entrepreneur, on ne lui efface pas une année ou 2 mois ou 6 mois ou une dette fiscale et on le laisse accrocher alors que cette dette fiscale est en train de l'étrangler, de l'étouffer, de faire mourir son entreprise. Il y aura le Parti des travailleurs qui va hurler. Mais alors, et pourquoi le Parti des travailleurs? Parce que grâce à ça, on va maintenir l'emploi. On va encore donner un coup de pouce. Je vais maintenir l'emploi grâce à ça. Grâce à ça, je sauve l'emploi des travailleurs. Le Parti des travailleurs, il va voir si le capital travail est rémunéré ou continuera à être rémunéré. Là, si tu ne fais pas ça, tu vas tuer la poule aux œufs d'or. Arsène, et c'est tout. Quel taux d'inflation il y aurait au cours des 5 prochaines ou 6 prochaines années? En moyenne à peu près, tu vas dire, bon, aujourd'hui on est à combien? Enfin, avec la dévaluation rampante, on est en train de monter.
Ils disent 2,2 sur une année, c'est les chiffres de l'ONS. Non, c'est pas sérieux. C'est même pas sérieux. C'est pas très sérieux. On est à d'autres niveaux d'inflation. Non, l'inflation importée, elle est en train de commencer à retentir sur toute une série de produits. Voilà, l'importation importée. Mais ta dette fiscale. Tout le monde est en train de se mettre à... Pourquoi je parle d'inflation? Je parle d'inflation pas pour parler d'inflation, c'est trop technique pour moi. 6 ans, si tu appliques le taux d'inflation sur 6 ans, normalement, ta dette fiscale, elle devrait être brutalement réduite de 40% ou de 50%. Oui, on devrait te dire, écoutez, monsieur Radé, moi je vous efface là, tout de suite, je vous efface 50%. Est-ce que vous êtes prêt à payer? Tu vas dire non. Ou bien tu vas dire oui. Mais déjà, offrir des scénarios comme cela. Mais pas venir dire, bon, je l'étale sur 5 ans ou sur 6 ans. Mais pourquoi? Tu vas rendre compte. Qui c'est qui va payer l'intérêt de cet argent? Qui va payer l'intérêt de cet argent que l'État n'encaisse pas? Il vaut mieux, en tant qu'affaire, en tant qu'État, efface cette ardoise et repart à zéro, puisque tu veux partir sur du bonne base. Tu veux partir sur une base de contrôle très strict de la population en termes de revenus, les IRG, les impôts. Et d'ailleurs, les taxes, il y en a. Le millefeuille s'est aggravé sévèrement. On est en train de toucher la barre des 70-75%. Donc on est rentré dans l'univers du confiscatoire, clairement. Les gens ne réalisent pas, mais on est rentré dans l'univers du confiscatoire. Donc il va falloir vraiment sérieusement se pencher sur la question fiscale. Et CARE, on a produit c'est une rubrique. Les propositions de réforme. On en fera une émission. On en fera une émission. C'est une rubrique. On en fera une émission. Mais là, il reste que 10 minutes dans ce délicieux café des experts économiques. Et on va le consacrer à l'actualité du mois précédent, celle des startups, qui est un peu, nous avons le sentiment, la nouvelle trouvaille de la gouvernance algérienne. Tout sur les startups. Alors, évidemment, messieurs, vous avez un avis sur cela. Il y a des dispositifs d'aide qui vont être mis en place. Il y a une certification. Qu'est-ce qu'est une start-up? Qu'est-ce qu'est un incubateur? Qu'est-ce qu'est un fonds d'investissement? Un angel business ou un business angel qui va aider les start-up. Ce sont des classifications qui sont maintenant codifiées. Et quand on a cette certification, on peut accéder désormais à des aides publiques, notamment dans le financement. On ne sait pas très bien si c'est de l'equity ou si c'est du crédit. Moi, je n'ai pas encore très bien compris. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on veut aider les startups à être les pépites de demain et peut-être les licornes d'après-demain pour parler de la... Alors, dernière mesure, c'est Slimane Mani qui nous le rappelait ce matin au briefing, la Bourse d'Alger va ouvrir un compartiment start-up. Elle avait un compartiment grande entreprise, elle a un compartiment PME qui n'a pas marché. Maintenant, on va dire qu'elle descend en 3e division, mais ce n'est pas péjoratif. Il y a un compartiment start-up qui est supposé pouvoir accueillir des levées de fonds de start-upers qui auront besoin de financement. Reda Amrani, ton sentiment sur ce cap, sur les startups? Moi, je n'aime pas critiquer pour critiquer, mais voilà, on avait l'ANSEJ déjà, qui faisait quoi? Aider les startups, des petites entreprises. C'était tous les métiers. Micro-entreprises. Startups, c'est les métiers où il y a de l'innovation technologique. Parlons de l'innovation. Moi, je vais changer de sujet carrément, parce que là, ça me révolte. Un pays qui ferme les lycées techniques, un pays qui transforme son université, 65%, c'est les chiffres du professeur Chitour, 65% des étudiants en sciences sociales et en sciences humaines, et tu veux parler de technologie. J'ai vu le gosse, le jeune qui était interviewé par le président, qui a 15 ou 16 ans. J'imagine ce jeune qui a des idées et tout. S'il était dans un lycée technique où il apprend les méthodologies de fabrication, les méthodologies des matériaux, l'entrepreneuriat, ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il ferait? Ce serait un génie. Or, il n'y a plus de lycée technique dans ce pays. En Allemagne, il y a des lycées techniques, en France, aux États-Unis, dans le monde entier, en Corée. Au niveau des scripts, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, entre 4 murs, ils ont assassiné l'enseignement technique en Algérie. Il n'y a plus de lycée technique, il n'y a plus de technicum. Alors, si tu n'as plus la base, comment tu vas faire après? Si tu veux faire des startups, tu vas faire des startups avec qui? Avec la licenciée en sociologie industrielle? C'est pas ça. C'est la technologie, c'est les sciences expérimentales, c'est les sciences exactes. C'est ça qui permet, si tu veux. Ce sont les lycées techniques qui forment les gens sortent, ou ils créent son emploi, ils créent son entreprise, ou ils continuent dans une école d'ingénieurs. Et ils se forment après. Les industriels trouveront la main-d'œuvre pour leur bureau d'études, leur bureau méthode, pour leur service. Merci pour le distinguo. Alors, le point de départ, le point de départ, c'est pas ANSEJ et start-up. C'est pas pareil. Mais disons start-up aujourd'hui, c'est le mot à la mode.
Ça fait 30 ans qu'on parle de start-up, qu'on parle d'incubateur, on parle de ceci. On a commencé ça avec l'ONUDI. On a commencé ça, on est dans la fin des années 70, début des années 80, avec l'ONUDI, avec les chambres de commerce, on voulait lancer ça. Bon, aujourd'hui, ça sort. Mais je vous dis, la base, on l'a sciée. La base qui permet l'émergence de ces start-upers, de ces gens qui vont innover, qui vont créer. Il n'y a pas. 65% sont dans les sciences sociales et les sciences humaines à l'université. C'est terrible. On a les 800 ou 900 000 dans les centres de formation professionnelle. Mais ce n'est pas ça qui va substituer à un cursus de lycée technique, où le gars apprend ce que c'est, méthode pour fabriquer cet outillage, pour fabriquer ce petit pot en plastique. C'est dans un lycée technique où on apprend à faire l'outillage. On apprend à faire un dossier méthode de fabrication. Et c'est ça qui permet l'innovation. Or, chez nous... Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup connecté au digital, la valeur ajoutée qu'on demande à une start-up. Au contraire, avec le lycée technique, au lieu de mettre 6 mois pour faire un outillage, je mets 15 jours, 3 semaines. Mais j'ai le dossier méthode, dossier méthodologie, les dossiers matériaux, les dossiers équipements, les compétences humaines. Et donc, ces choses-là sont annihilées, elles n'existent plus. Slimane Toumani, est-ce que, comme le dirait Damrani, c'est une orientation de politique publique qui risque d'échouer faute de start-upers de qualité, parce qu'on a scié l'arbre sur lequel on aurait pu construire une population de start-upers, ou est-ce que ça risque d'échouer parce que le dispositif, encore une fois, va se bureaucratiser, la certification, ça va être, on sait comment on donne une certification à une start-up, à un incubateur, etc. Quel est quel est l'écueil sur lequel risque de buter cette action de politique publique envers les start-up? D'abord, je vais commencer par quelque chose qui est un peu dur. Un pays dont les dirigeants, en 1989, ont refusé de rentrer dans le capital de Microsoft et qui sont encore aux commandes aujourd'hui, est un pays qui a de sérieuses questions à se poser en matière du mot start-up, parce que le mot start-up ne veut strictement rien dire. En revanche, ce qu'il veut dire pour eux, il veut dire tablette, il veut dire application smartphone, c'est tout ce que ça veut dire. Je veux développer une application de surveillance de mon champ agricole par drone. Et ça, c'est ma start-up. Est-ce que je peux la créer en Algérie aujourd'hui? Ma réponse, je la donne tout de suite, non. De quoi tu parles? Est-ce que je veux créer une application avec un drone de surveillance des grands barrages algériens? Mon boulot, c'est ça. Mon service, je fais ça. La réponse est non, je ne peux pas. Tu sais, dès que tu commences à toucher au digital, tu as la frontière du sécuritaire. Et dès que tu as la frontière du sécuritaire, le mot non est le mot qui est le plus important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du delivery service, donc toutes les sociétés qui vont livrer de la bouffe à la maison. On peut ajouter le GPS pour ne pas rester que sur le drone. Le GPS, la surveillance d'un parc. Non, mais bien sûr. Le traçage d'un parc roulant. Le traçage d'un parc roulant nécessite des autorisations dans l'application. Voilà. Donc, on est dans le sécuritaire. On est dans le sécuritaire. Donc, la question qu'on devrait se poser, qui s'est toujours posée à moi déjà depuis 1992, quand je suis rentré du Canada. Pourquoi tous les véhicules qui circulent dans le désert algérien ne sont pas traqués? C'est-à-dire que tu veux rentrer dans la zone du désert algérien, qui est une zone de complexité de surveillance, et comme l'Algérie a des satellites, donc on est capable, ou a accès à des satellites, on est capable de traquer tous les véhicules. Est-ce que Slimane Toumani, tu es en train de nous dire que les futures startups qui vont bénéficier de la certification vont être des startups qui seront sous tutelle de l'armée ou du sécuritaire d'une certaine façon? Non, c'est-à-dire qu'on est déjà dans un système qui est vicié. Je vais terminer. Il y a 2 chercheurs français qui avaient justement interrogé un peu ce qui se passait dans la Silicon Valley et qui ont dit un jour, je pense l'avoir dit déjà une fois dans une émission, rendez-vous à l'évidence, la Silicon Valley, c'est un porte-avions. C'est-à-dire que toutes les sociétés qui sont dessus, qui c'est qui donne? C'est qui le carnet de commande de la Silicon Valley? Beaucoup. Ça a été l'armée américaine qui a donné beaucoup d'applications. Et qui a donné beaucoup de beaux plans de charge, et qui a stimulé l'innovation, la création. Je rejoins Leda, tous ces lycées techniques qui ont disparu. Et cette innovation spontanée, si tu es start-upper, tu ne peux être start-upper que si tu as un background
informatique. Je suis désolé, ça n'existe pas. Alors, ça ne devrait pas exister. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Je vais une chose. Je vais atténuer un peu ce sentiment. Je finis. Oui. Start-up, moi je pense que le mot n'est pas bon. Il faut enlever le mot start-up. Parce que start-up, ça renvoie toujours à une image d'un jeune, basket, avec un polo, et lui, il est en train d'écrire des applications. Or, c'est pas ça. On est en train de parler de nouvelles entreprises. On veut des entreprises innovantes. On ne va pas les appeler start-up. Alors, je vais prendre juste sortir un peu de mon rôle d'animateur. Vas-y. On va prendre 3-4 minutes de plus dans cette émission. Tout le monde ne le sait pas. Interface Média a aussi une filiale incubation. On incube des startups. On incube des startups qui sont orientées plus médias pour trouver des solutions à un réseau de clients. Sinon, notre modèle économique repose sur la vente de services et pas seulement sur les revenus publicitaires de Radio M qui sont quasiment inexistants dans le contexte de l'Algérie d'aujourd'hui, d'après Bouteflika, de Souteboun, etc. Je ne vais pas citer le nom du ministre de la Communication, ça m'écorcherait la langue. Alors, on fait des hackathons pour incuber des startups. On fait des hackathons, on fait une compétition des projets par les porteurs de projets tous les ans et on accompagne des startups. La problématique la plus fréquente, et il y a, pour te rassurer aussi, c'est vrai que les essais techniques sont disparus, etc., mais il reste de la capacité d'innovation dans les universités. J'en veux pour preuve, j'étais membre du jury du dernier hackathon. Il y avait un noyau d'universitaires de Bebzouar qui a créé un boîtier intelligent qui peut permettre, dans un champ et en étant dirigé à distance, de réguler l'irrigation sur un champ de plusieurs hectares. Voilà, c'est une solution qui est développée. Alors, la problématique, et il y avait d'autres projets extrêmement intéressants. La question, c'est souvent un incubateur offre l'hébergement physique, il offre l'accompagnement, c'est ce que nous faisons en termes d'idées. On peut ouvrir un marché pour ces petites startups, mais la problématique qui revient tout le temps, c'est celle de l'equity, c'est celle du capital qui les soutient, qui leur permet de faire leur investissement, d'acheter des équipements, un boîtier ou d'autres boîtiers, de développer, d'expérimenter avant de passer à la phase d'industrialisation, etc. Donc ma question, je voulais apporter ce témoignage avant de poser la question, dans le dispositif mis en place dans cette conférence-là, est-ce que vous sentez le début de quelque chose avec l'arrivée de l'argent public dans le fonds d'aide et d'investissement aux startups? Personne, pardon, excuse-moi, parce que vous omettez tout le temps ce point-là important. Pour faire des maquettes de produits innovants qui intègrent de la technologie, il y a des composants. Comment ce start-upper, explique-moi comment ce start-upper... C'est un groupe de start-upers. Ouais. Non. Une équipe. Donne-moi la réponse. Comment ce start-upper va pouvoir amener ces fameux capteurs des capteurs pour tout, pour la température, pour la pression, comment il peut les fabriquer? Comment il va faire? Il va aller à la banque ouvrir une lettre de crédit ils vont lui dire 120% de machin. Comment? Mais le problème, c'est que c'est une économie, Hassan, c'est une économie fermée. Elle est dirigée d'une main de fer. Ils ont le sentiment que tout ce qui est secteur privé, ce sont des gens qui ne pensent qu'à quitter l'Algérie. Donc, à la limite, dites aux gens, ceux qui veulent quitter l'Algérie avec leurs actifs, quittez l'Algérie avec votre actif, remplissez un formulaire et partez. Et on reste avec des gens qu'ils considèrent, eux, comme étant des gens qui aiment l'Algérie. Parce que tous ceux qui veulent partir sont des gens qui haïssent l'Algérie, d'après eux. Il faut changer c'est le logiciel qui doit changer. C'est le logiciel qui doit changer. Un jeune, il doit téléphoner au Japon ou en Corée du Sud ou en Chine pour avoir des composants, 2-3 composants. Il en a urgemment besoin parce que son produit, sa maquette de produit, elle a besoin de ces composants. Donne-moi la solution. Elle n'existe pas. Si, elle existe. Là. Donc, ce n'est pas un problème de capital social. C'est pas un problème de capital. Un jeune qui va te poser une maquette, il va pouvoir la présenter au monde, pas uniquement à l'Algérie. Le pays est fermé, Hassan. Le pays est fermé. Le pays est fermé. Ce n'est pas un problème de capital. Non, c'est un problème, je reviens, c'est un leitmotiv chez moi, c'est un problème de compétence. Je vais parler le crédit agricole. Hein. Ce sont des ingénieurs agronomes, des ingénieurs du génie rural qui sont
à la banque, employés de la banque et qui travaillent avec les paysans, les cultivateurs, les gentlemen farmers et qui négocient avec eux les financements de campagne, les financements d'achat de bétail ou d'achat de nouveaux équipements et tout. C'est des compétences au niveau de la banque et au niveau du monde rural. Au niveau des startups, je vais faire le parallèle. On va mettre une banque spécialisée pour les startups. Qui on va mettre au sein de cette banque pour travailler, dialoguer avec ces startups? Un ancien start-upper. Comme vient de le dire Slim. On va mettre quelqu'un, un bureaucrate, qui va dire, ah tiens, pourquoi tu vas m'acheter ça? Pourquoi? Si tu ne comprends pas ce que veut faire ton client, comment ton client va créer de la richesse avec l'argent que tu vas mettre à sa disposition, tu lui prêteras jamais. Tu trouveras toujours, tiens, c'est un fraudeur qui va vouloir exporter illicitement des devises. Voilà ce qu'il va penser. Tout le monde est voleur, cherchant qui n'est pas voleur. Tu comprends? C'est cette mentalité qui existe. Alors, si on ne crée pas cette banque avec les compétences nécessaires, c'est-à-dire presque l'esprit et la compétence des start-upers au sein même de cette banque de financement des start-up, si on n'a pas ça, si on reproduit le schéma actuel, c'est autant rentrer dans le mur. C'est autant perdre son temps. On va finir sur ça. Juste un point très très rapidement. Il y a un jeune Algérien que je connais qui vit au Japon et qui me raconte une histoire on va l'appeler start-up, de start-up. Il est au Japon, c'est un étudiant brillantissime dans les hautes technologies, l'électronique, tout ce que tu peux imaginer. Il a une idée. Il développe son idée. Pour développer la maquette, il lui fallait à peu près 20 000 euros. Il est passé par du crowdfunding. Pourquoi 20 000 euros? Parce qu'il était obligé d'acheter des composants qui n'existent qu'en Corée, qu'en Chine et au Japon. Il fallait qu'il diversifie sa source pour pouvoir fabriquer sa maquette. Et là, c'est intéressant. Son produit est prêt. Il le présente à des bailleurs de fonds. Ils lui disent, ils ont directement asséné la durée de vie de son produit en termes d'innovation. C'est-à-dire, dans combien de temps les Chinois auront copié? Ils lui ont dit 30 jours. Eh bien, 15 jours après, il a mis sur le marché. 15 jours après, monsieur. 15 jours après, il y avait la copie du produit à un prix plus compétitif. De quoi on est en train de parler ici? On est en train de parler de start-up déconnectées du monde. On est en train de start-up qui ne s'inscrivent pas dans la réalité économique mondiale. On est en train de parler de start-up dans un environnement autarcique. C'est ça qui est un problème. Le problème, encore une fois, on doit changer de logiciel. Où on s'inscrit dans le monde. Et les jeunes Algériens ont parfaitement les compétences de s'inscrire. Ils ont envie de construire leur maquette. Si tu veux les aider, paye pour qu'ils réalisent leur maquette et qu'ils aillent les présenter, et qu'ils aillent faire un roadshow mondial et disent voilà mon produit innovant, je suis capable de vous produire ça en Algérie, etc. Là tu mets de l'argent. Mais quand tu me dis... Nous, on ne met pas de l'argent, on met des locaux et on apporte de l'encadrement en tant qu'incubateur. En tant qu'État, où tu crées des incitations pour qu'il y ait véritablement ces business angels, etc., qui vont accompagner justement l'incubation et permettre le roadshow. Mais le roadshow, quand tu vas le permettre, il faut qu'aussi il y ait d'abord l'infrastructure et les règles de jeu qui permettent de créer cette dynamique qui est indispensable dans le cas des innovations. Tu ne peux pas être innovation. L'exportation, attends, le bureaucrate, il doit regarder le dossier pendant 6 mois. Tu n'as pas l'autorisation de sortir. Voilà, tu ouvres le four, tu ouvres le tas, tu ouvres à droite, tu ouvres à gauche. Non, ça ne marche pas comme ça. Je vends mon produit, j'ai fait mon produit, je le vends à Damakan. Je ne suis pas en train de vendre... En fait, c'est une émission qui confirme que le peuple algérien avait tout à fait raison de faire la révolution le 22 février, parce que tout ça, on ne l'a pas changé depuis le 22 février. Merci beaucoup d'avoir assisté, d'avoir participé, d'avoir animé ce Café Presse. Café Presse, ça ressemblait à la fin, Café Presse, le café des experts économiques. On va revenir à des sujets techniques, notamment sur la fiscalité dans les prochains sujets. J'ai promis à nos amis auditeurs qu'il y aurait des rubriques spécialisées dans le courant de cette saison du Café des experts économiques. On en démarrera une peut-être dans le prochain numéro sur le sujet du marché immobilier, qui est en train de, peut-être pour la première fois, s'inverser en Algérie. C'est intéressant. Okay. Tu confirmes, Slim, qu'il est en train de s'inverser? Là, c'est le point crucial. Surtout l'immobilier. On fait le menu de la prochaine émission. Commercial. On fait le menu de l'immobilier commercial. D'abord, il n'y a aucune protection pour des jeunes, même des jeunes ou moins jeunes, des gens qui sont innovants dans les concepts. Pour le moment, on parle des prix. Pour le moment, on parle des prix. Peut-être qu'il y a une inversion de marché. Dans la crise, lorsqu'il y a une crise, il n'y a plus de ressources. Oui. Les prix baissent, les prix de l'immobilier. On va peut-être étudier ça dans une première rubrique. Mais lorsqu'il s'agit, si tu veux, de prévenir une inflation réelle,
Là, à ce moment-là, l'immobilier va reprendre ses prix parce que la sécurité restera la pierre. Complètement. Donc, merci encore une fois. Merci à très bientôt. Continuez de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et sur le site de la radio, radio1.info, radio1.net. Merci beaucoup. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.